C'est la troisième et dernière partie d'Actu Matin. Ce matin, les acteurs sont installés. William, bonjour. Bonjour. Franck, Ulrich, Eric. Bonjour, Tanguy. Vous êtes là pour que, ensemble, nous voyions un peu ce qu'a bien pu faire Patrice Talon depuis qu'il est installé au Palais de la Marina, depuis le 6 avril 2016. Cela fait en effet 8 ans que M. Talon dirige le Bénin. Qu'a-t-il fait au plan politique, culturel et social? On va faire le débat en une trentaine de minutes. On va commencer déjà par le plan politique, le riche. Quand vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, 8 ans derrière vous, qu'est-ce que vous voyez en termes de changement au plan politique? Au plan politique, tout de suite, il faut déjà faire remarquer que autrefois, quand on parle d'élections, quand on parle de présentation des candidats, on en voyait une pléthore. Aujourd'hui, de plus en plus, on sent qu'il y a une sorte d'assainissement au niveau de la classe politique. Quel type d'assainissement, pour quels résultats, c'est ça que nous allons analyser tout à l'heure. Mais déjà, il faut remarquer qu'autrefois, on en voyait tellement, quand on parle par exemple d'élections présidentielles, parfois vous envoyez jusqu'à 20 et quelques et autres, tout ça. Aujourd'hui, maintenant, on sent qu'il y a une grande différence, tout simplement parce qu'il y a eu l'arsenal juridique qui a été mis en place. Je parlais du... Est-ce que c'est une avancée? D'une certaine manière, oui. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le fond, on peut voir si elle est, si cet arsenal est beaucoup plus conciliateur que provocateur de difficultés. Déjà, moi, j'estime que il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de solution à 100% idéale. Il peut y avoir approche de solutions, mais il peut également y avoir des réserves. Et justement, parlant des réserves, déjà aujourd'hui, vous avez vu récemment, après 8 ans, vous avez vu ce que le code électoral qui a été voté récemment a suscité comme polémique. Quand je prends ce cas typiquement, je pense que quelque part, il y a eu un léger recul. Un léger recul en ce sens que, dans le même temps qu'on veuille d'une certaine manière stimuler disons, le système partisan, qu'on puisse stimuler le militantisme au sein des partis politiques, qu'on puisse faire en sorte que le vadrouillage qu'il y avait autrefois au sein des partis, l'un quitte le parti A pour le parti B juste pour des convenances personnelles, pour des intérêts égoïstes. Aujourd'hui, on veut limiter tout cela. C'est vrai qu'en termes d'arsenal juridique, ça fait l'affaire, mais dans l'esprit des tests, on sent que quelque part, il y a eu des limites qui aujourd'hui pose véritablement un problème au niveau de la cohésion sociale, au niveau de l'unité nationale, puisque aujourd'hui, quand on parle justement de ce nouveau code, il va falloir qu'on l'expérimente, que ce ne soit vraiment, qu'on sache réellement ses vraies limites, parce qu'une chose est de la coucher sur papier, mais l'autre chose est de l'expérimenter, de l'éprouver pour voir réellement ses avantages, ses limites. Je pense en 2026. Oui, Eric, au plan politique. Je pense que ça fait partie des principales réformes du chef de l'État, la réforme du système partisan. Mais avant, déjà, Patrice Talon, candidat, l'avait déjà annoncé qu'il venait justement en tant que réformateur dans un certain nombre de secteurs, et dont le plan politique. Il fallait assainir le milieu, il fallait doter les partis politiques d'un financement, il fallait avoir un statut du chef de l'opposition et tout ce qui va avec. Je pense que en 8 ans, nous avons évolué dans ce secteur-là. C'est plus clair, justement. On peut aller aux élections en n'ayant pas une longue liste de candidats pour les élections présidentielles. Ça nous permet de mieux maîtriser les candidats, de mieux les connaître, de prendre connaissance de leur projet et puis de faire notre choix, justement. Aussi, au niveau des formations politiques, on en avait vraiment toute une liste. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, on a essayé de regrouper des partis politiques, n'est-ce pas, en tant que grand ensemble politique. Ce qui permet aujourd'hui, au niveau de ces formations politiques, ne serait-ce que le début d'une forme de démocratie interne. Et c'est vrai que cela, dans un premier temps, n'a pas reçu véritablement l'accompagnement de tous les acteurs, parce qu'il fallait renoncer forcément à son logo, il fallait tuer quelque part son logo et intégrer véritablement sa personnalité politique dans une autre formation politique. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je pense qu'avec un recul, on peut estimer que dans une démocratie,
comme la nôtre, on a besoin d'avoir des partis politiques qui incarnent certaines valeurs et qui animent véritablement la vie politique en tant que grand parti politique. Nous sommes en train de faire notre chemin. Le code électoral est venu pour davantage renforcer le travail qui avait été fait en 2019. William. La réforme institutionnelle est l'axe 1 du programme d'action du gouvernement qui précédemment a été un des axes majeurs du projet de société du candidat Patrice Talon à la tête du Bénin. Réformer les institutions. Ça passe par l'organisation politique. Moi, je vais commencer par l'architecture institutionnelle. Aujourd'hui, le Bénin a une Cour des comptes. Aujourd'hui, le Bénin a renforcé certains mécanismes institutionnels de gouvernance. Aujourd'hui, le Bénin finance, justement l'INF, le Bénin finance les partis politiques. Nous avons quitté près de 300 partis politiques, même si d'aucuns trouvent que ce n'était pas un chiffre vérifié. Aujourd'hui, une quinzaine sont officiellement déclarés et la purge est annoncée par la direction des partis politiques du ministère de l'Intérieur pour nous donner les chiffres exacts à l'heure actuelle, aujourd'hui en termes d'enregistrement de partis politiques après les fusions. C'est un acquis. Ça se voit que des gens qui avaient un gros ego sur l'échiquier politique aujourd'hui, on ne les voit plus intitulés personnels, on voit des partis politiques qui parlent en leur nom, statut de l'opposition, même si je ne sais pas ce que ça vaut dans le fond, en termes de décret d'application. Au Bénin, quand on parle de réforme institutionnelle, de réforme politique, j'ai vu une stabilité dans l'appareil gouvernemental au sein d'un certain nombre d'années. Je peux compter le nombre de remaniements au bout des doigts. J'ai vu une certaine constance à la tête des politiques mises en œuvre à la tête de certains départements ministériels. J'ai vu des choix aussi que je remets légèrement en cause, comme des agences beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus puissantes même que des ministères dans l'opérationnalisation. J'ai vu au plan politique également des échecs cuisants pour la première fois dans l'histoire de notre pays. L'histoire a bégayé. On a eu un Parlement qui n'était que la caisse de résonance d'un exécutif. C'est un bégaiement terrible de notre démocratie. Ce n'était jamais arrivé avant Patrice Talon. C'est à son actif, un peu comme les bonnes choses qu'il a faites. On a pris les armes les uns sur les autres, les fils de ce pays, pour des législatives. Vous exagérez. Je n'exagère. On a pris des armes parce que on a vu des chasseurs prendre des armes, on a vu des militaires répliqués également tirer avec des balles létales sur des Béninois pour des législatives qui par le passé étaient des messes pour nous. Telles que les bonnes choses ont été faites, ça aussi, c'est l'actif de Patrice Talon, c'est sous lui, c'est sous sa gouvernance que les choses se sont passées de la sorte. Du point de vue politique, je me résumerai en disant que autant de choses sont bonnes, il y a également des griefs, et donc c'est un bilan mitigé. Un peu comme le bilan général, on aura le temps de revenir dans les déclinaisons économiques, sociales. Absolument, oui, Franck. Alors, moi, je ne sais pas s'il faut véritablement analyser le bilan de Patrice Talon sur les 8 ans, mais aussi sur les 3 dernières années qu'il a passées, parce que les 5 premières années, on a eu suffisamment le temps d'en parler. On a vu qu'il y a une volonté au plan politique affichée du chef de l'État de revoir un peu les choses, parce qu'à son arrivée, il a fait un diagnostic, n'oubliez pas, il a dit que le système politique de notre pays était tel que, bon, on en profitait tous, mais lui-même, y compris, en avait profité, et donc il fallait revoir les choses de sorte à mettre la politique au service du développement. C'est dans ce sens que déjà au premier mandat, les 5 premières années, on a eu droit à des réformes politiques. C'est vrai que William l'a si bien dit, ça a amené ce que ça a amené au niveau du Parlement où des lois ont été votées. On a critiqué un peu. On a vu qu'il y avait des lois chrysogènes qu'on n'avait pas su bien agencer pour essayer de stabiliser un peu le pays. Mais après, on a vu que la vitesse a augmenté, surtout ces 3 dernières années où on est passé, déjà il faut saluer le financement des partis politiques, le financement public des partis politiques. On est passé maintenant à un code électoral qui est venu corser un peu les choses pour débarrasser la politique de certaines, disons, de certains mots qui la gangrénait. Vous avez vu autant de Boni Yahi, on a vu qu'au Parlement,
pour un oui ou pour un non, les députés créaient tous les soucis à Boni-Yahi. On a vu des budgets qui ont été votés qui ont été exécutés par ordonnance parce que justement au niveau du Parlement, on a bloqué, on a estimé que le budget n'était pas bien conçu, ainsi de suite. Patrice Talon a tiré le son de tout cela. Et donc, de sorte à faire du Parlement un instrument de développement, mais également une institution de contre-pouvoir pour essayer d'équilibrer un peu lorsque l'exécutif tend à trébucher, tend à balbutier. Il faudrait que le Parlement puisse le redresser. Donc, au plan politique, pour moi, c'est la volonté de l'homme à pouvoir réformer les choses, à pouvoir faire de notre pays un pays où on peut citer, par exemple, le nombre de grands ensembles politiques. Aujourd'hui, on a pu avoir un peu le renouveau, on a pu avoir bloc républicain, on a pu avoir les démocrates et puis d'autres partis satellites qui s'y ajoutent d'une centaine. Des partis satellites, il faut les appeler des partis tout court, pour d'avoir fait de procès, à avoir fait de procès. Lorsqu'on compare un peu, lorsqu'on prenait un peu le renouveau, par exemple, à un parti comme MPL ou encore Moël Bénin, vous voyez le poids. Donc, on peut aisément dire que ce sont des partis satellites. C'est vrai qu'on a avancé vraiment. C'est vrai que le paysage politique, je veux dire, il est un peu plus clair. On peut citer, et l'exercice est même facile, citer du bout des doigts le nombre de partis politiques qu'il existe aujourd'hui au Bénin. Mais est-ce que véritablement on a avancé ou on a changé carrément de cap quand on se réfère un peu à je dois dire 1990, qui quand même, je dois dire, le point à partir duquel on a fait une option dans laquelle on n'a pas encore changé de cap, Eric. C'est d'abord un changement de cap. Et vous l'avez su bien relevé. Nous avions vécu le multipartisme intégral au moins sur une trentaine d'années, n'est-ce pas, avec ses lots de conséquences, aussi des avancées, parce que bon, ça permettait quand même à tout le monde d'être président de partis politiques. Et donc, c'est d'abord un changement de cap, une rupture, n'est-ce pas, de cette vieille tradition vers un renouveau, en tout cas, vers un environnement politique plus assaini, aéré et clair, n'est-ce pas, avec des partis politiques qui peuvent aller revendiquer, n'est-ce pas, des militants dans tous les coins, n'est-ce pas, de notre pays. Je pense que progressivement, on pourra mieux apprécier les résultats. Mais ça fait que c'est véritablement un changement de cap. William? Ce sont des avancées, parce que nous étions à presque 30 ans après la conférence nationale, nous avons quitté le parti unique. Et nos aînés racontent qu'on parle de renouveau démocratique parce que ce que Kérékou faisait, il appelait une démocratie, mais il fallait lui faire entendre la démocratie dans une autre forme. C'est pour cela qu'on a parlé de renouveau démocratique, et dans cette liberté, on a tout créé, sans idéologie, sans formation, sans militantisme, et on avait une pléthore de partis politiques. Donc c'est une avancée que d'avoir un certain nombre de partis politiques, ça c'est clair. Maintenant, dans le bilan politique toujours, j'avais oublié de mentionner les libertés individuelles et collectives. Il y a de sérieux reculs sous Patrice Talon. Est-ce que c'est toujours en politique là ou oui, les libertés individuelles, c'est social? Non, ça c'est la politique. Ce sont les droits civils et politiques, les libertés individuelles et collectives, les libertés restrictives de manifestation. Je pense à certaines dispositions du code pénal, je pense au code du numérique, encore qu'on va revenir plus spécifiquement sur la liberté publique quand on va parler de la question des médias. Donc, pour moi, l'évolution de l'échiquier national en termes politiques, c'est une avancée. Maintenant, quand on dit on a expérimenté le multipartisme intégral, on ne l'a pas expérimenté, on l'expérimente. La phrase ne doit pas être au passé composé, parce que jusque-là, c'est toujours dans notre constitution. Juste qu'on a voulu faire le multipartisme intégral autrement, en restreignant, c'est le mot, en restreignant un peu l'environnement politique. Maintenant, est-ce que ça nous permet d'avoir des avancées? Je les constate, ces avancées, et ça nous prive de certaines libertés aussi, les libertés pour les candidats indépendants à vouloir briguer les différents postes électifs qu'il y a dans notre pays. Oui.
Effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas eu un grand revirement. Il n'y a pas eu de revirement. Nous sommes toujours dans le multipartisme, puisque nous n'avons pas un seul parti qui est en train de se positionner. Et nous n'avons pas que le parti de la mouvance, nous n'avons pas que le parti de l'opposition, c'est parce que nous avons plusieurs partis. Il y en a qui sont de la mouvance, il y en a qui sont de l'opposition. L'essentiel ici, c'est de reconnaître que ces avancées ont permis d'une certaine manière de nettoyer, de faire un assainissement au niveau dans l'arène politique en général. Mais cet assainissement, est-ce que ça nous donne vraiment la latitude de réunir autour du pays tous les fils et filles? C'est la question que nous devons toujours nous poser, parce que d'une certaine manière, il faut avancer, il faut aller vers un toilettage du système. Mais dans le même temps qu'on va vers le toilettage du système, il faut faire en sorte que chaque fils, chaque fille du Bénin se retrouve réellement dans les décisions qui sont prises. Dans le cas actuel, où je parle encore du code révisé, on se pose aussi la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tous les fils et filles se retrouvent vraiment dans ce qui a été voté? Donc, il y a eu des avancées, certes, sur le plan arsenal juridique, il y a eu des avancées sur le plan toilettage, assainissement du milieu politique, mais il y a eu du recul parce que les désirs, les avancées, ce qui peut permettre à l'individu, au citoyen lambda qui veut pouvoir choisir, voter comme cela se doit, ne se retrouve vraiment plus dans la posture qu'il lui faut pour pouvoir le faire, dans la mesure où déjà on lui impose le canevas dans lequel il peut aller aux élections, le canevas dans lequel il peut choisir son dirigeant, le canevas dans lequel tout doit se faire autour de lui. D'une certaine manière, c'est un peu ça, mais tout cela peut être aussi l'expérimentation de la démocratie. Nous l'expérimentons, ça peut être positif après. Le plus important déjà, comme je l'ai dit, c'est l'expérience qui nous fera dire si vraiment ça avantage ou pas. Toujours en politique, on a l'impression aujourd'hui que le citoyen, en tout cas tel qu'il était vu par la Constitution, est complètement exclu de ce que font les partis politiques, exactement, de ce que fait c'est ça, justement. le parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, le citoyen peut-il vraiment, sent-on vraiment qu'il est pris en compte dans les réformes politiques là? Oui, est-ce qu'on peut véritablement faire la politique sans les citoyens? Vous mettez peut-être les leaders politiques dans une salle, à longueur de journée, ils vont faire des séances, ils sortent s'ils ne voient pas le peuple ou s'ils ne voient pas la population. Moi j'ai l'impression que les réformes ont visé essentiellement les partis politiques en tant qu'organisation et que les réformes n'ont pas visé le citoyen qui doit contribuer à la naissance de ces organisations-là, qui doivent décrocher le pouvoir et l'exercer. Aujourd'hui, qui forme le citoyen? Qui parle de qu'est-ce qu'il devient, comment il fait ses choix, comment il apprend, comment il projette la vie future à partir des partis politiques qui existent. Ça, la réforme du système partisan n'en parle pas. Non, la réforme du système partisan en parle parce que le citoyen est déjà partie intégrante de cette réforme-là. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas considérer qu'on fait la politique seulement avec les leaders politiques, ceux-là qui vont s'asseoir ou qui sont membres du bureau politique, qui sont membres des démembrements des instances dirigeantes d'un parti politique. Sans les populations, il n'y a pas... c'est eux, ce sont elles qui votent, ce sont elles qui organisent les métiers, qui participent à l'activité politique. Et donc, c'est sous-entendu que tout ce qui est fait, c'est d'abord à l'endroit du citoyen. La question peut-être qu'on peut se poser, est-ce que depuis le renouveau démocratique jusqu'ici, tel que les choses se sont passées, est-ce que les citoyens, avec ces réformes-là, se retrouvent dans ce qui est fait? Parce que pour certains, toujours à la base, c'est que à la veille des élections, on vient les voir, on leur propose ce qu'on veut leur proposer, ils choisissent sur cette base-là ce que celui ou celle qu'ils voient capable d'exercer l'activité politique ou de les représenter, et puis c'est fini. Donc, est-ce que le système partisan a prévu que les citoyens soient véritablement rodés pour comprendre ce changement ou cette avancée, ce changement en griffe de cap en ce qui concerne la façon de faire désormais la politique? Moi, je pense que la question doit se poser là. Et lorsqu'on évoque, par exemple, la question de recul au niveau des libertés politiques, les droits politiques ou civils, tout ce que vous voulez, vous voyez, il y a des scènes qui se sont produites dans ce pays où, au cours du mandat d'un président, lorsque, par exemple, un parti va déposer, disons, une demande de manifestation à 11 heures,
l'autre parti va déposer à midi, et on les rassemble, on dit, bon, voilà, il y a un risque d'affrontement, et on interdit les deux pour dire, écoutez, si les deux sortent au même moment, c'est qu'il y a un risque. Sous un autre mandat, on vous dira que les conditions ne sont pas réunies, on vous dira que l'autorité est la seule capable de déterminer les conditions dans lesquelles une marche peut s'exercer sans provoquer des heurts, une marche peut s'exercer sans créer des problèmes au niveau de la population. Et donc chacun trouve le moyen au niveau politique de contenir en tout cas les choses. Et c'est là que je trouve que cela dépend d'un individu à un autre. William, du point de vue politique, est-ce que le citoyen il est concerné? Pour moi, le citoyen n'est pas véritablement au cœur. On parle beaucoup plus des ensembles. Parce que j'entends par citoyen l'éligible et l'électeur. L'éligible, le cadre, le contraint extrêmement aux dispositions du système politique tel qu'il est, telles quelles sont aujourd'hui ces dispositions, et l'électeur surtout, et je vais mettre l'accent sur ça, aujourd'hui pour l'opposition, l'électeur, il a soit le choix entre, s'il est un opposant, entre les démocrates ou les démocrates. S'il est un mouvancier, au moins il a deux choix. Parce que je parle de la présidentielle, je ne parle pas des législatives, les autres partis peuvent candidater pour les législatives, pour les communales. Je parle de la présidentielle, des élections présidentielles prochaines. Donc vous voyez, pour moi ça par exemple, ça ne met pas au cœur le citoyen en tant qu'électeur. Maintenant, sans m'attarder là-dessus, parce que je pense que j'ai autre chose à dire du point de vue du bilan politique, il y a l'élément bonne gouvernance que Patrice Talon a annoncé. Je constate qu'à part le procès ICC qui a situé et qui a apaisé le cœur de certains Béninois pour malgouvernance à une certaine époque. Il y a bien d'autres choses pour lesquelles on a préféré passer une couche de peinture et malgré tout le vacarme. On ne peut pas tout faire à la fois. On a vu quand même la machine criette tourner à plein régime. Parfois, on lui a envoyé des dossiers. Oui. On a dû réajuster, je dois dire, ces domaines de compétences pour lui envoyer des affaires de professeurs qui regardent en dessous de la robe de ses apprenantes, etc. C'est quand même des efforts. Hein. Oui, il y a des efforts, mais il y a des choses qui n'ont pas été faites parce qu'en temps, les priorités ont changé. On a préféré que le juge de la criette s'occupe d'autres choses, par exemple. Oui, si. Il y a eu d'autres affaires de malgouvernance. Même, ça, c'est même sous le régime. On a prévu de clarifier de précédentes comme l'Assemblée nationale, Maria Gleta 1. On a vu Maria Gleta 2, mais qu'en est-il du 1 jusqu'à aujourd'hui? On ne le sait pas. Quand on a promis ça, je ne dis pas que c'était le chantier prioritaire. Je ne dis pas que c'était la chose qui allait permettre au dernier Béninois de manger à sa faim. Mais quand on a promis de le faire et que je suis à l'heure du bilan, je me rappelle que c'est un souvenir à ressasser. En termes de lutte contre la corruption, on a fait peut-être beaucoup d'efforts. Il y a une batterie de mesures. Mais les gens, vous voyez les condamnations de la criette au jour le jour. Vous voyez que l'impunité... Voilà, je parlais en primo de l'impunité. Maintenant, de la lutte contre dans la lutte contre la corruption, vous voyez que l'arsenal de batteries, de mesures n'a pas forcément empêché les gens de continuer à toucher à la chose publique. Et je ne sais pas, ça c'est ce qu'on voit. Peut-être qu'après 2026, on découvrira encore des choses et des choses. En termes de bonne gouvernance, je trouve que, parce que ça c'est politique selon moi, il y a des choses à dire. Parce que par exemple, quand la Cour des comptes, je la salue, mais que jusqu'aujourd'hui, malgré l'avènement de la Cour des comptes, je n'ai aucune idée de ce que le ministre béninois gagne, parce que le décret est opaque jusqu'aujourd'hui. Quand on parle de déclaration du patrimoine, que le jeune Sénégalais en fait un grand exemple, il s'en parle, et que je ne sais pas si, à part les 5 qui ont déclaré leur bien en 2017 ou 2018, je ne sais pas si les autres membres du gouvernement jusqu'aujourd'hui, on sait si, même les Béninois ne le savent pas, au moins les institutions savent que voici le patrimoine, parce que Patrice Talon l'a annoncé. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, je me dis, ce sont des choses sur lesquelles il faut revenir et dire que là, on l'a dit, mais on ne l'a pas fait. On va passer sur la question très brièvement de la place du citoyen dans les réformes politiques. Je pense, si on peut faire le constat, que c'est au bénéfice des citoyens. Vous savez, dans l'absolu, le citoyen continue à être électeur. Et, s'il le désire, le souhaite, continue à être militant dans ses formations politiques où il a son mot à dire. Quand je donne un exemple où une formation politique à la veille des présidentielles, on peut aller choisir un autre candidat
quelle est la place qu'on accorde ou qu'on réserve à un militant qui, plusieurs années durant, a milité dans cette formation politique? Avec l'exigence qui est faite aujourd'hui aux partis politiques, avec ce pourcentage de 20%, on est sûr et certain qu'à la tête des formations politiques, on ne peut plus faire des choix avec autant de banalité, autant de facilité, avec de copinage marchand, parce que l'autre est proche de ma famille, de ceci ou de cela. On est obligé de tenir compte du militantisme, n'est-ce pas, au niveau des formations politiques. Vous savez, moi j'ai entendu une fois un président de parti dire à ses collaborateurs, écoutez, parce qu'il venait de prendre une décision, c'est moi je finance le parti politique, c'est moi je dépense de l'argent. Si vous n'êtes pas content de ma décision, sortez, démissionnez, allez-y créer une autre formation politique. C'est des gens de discours qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui, parce que d'abord le financement est réglé. Qu'on soit président d'un parti politique, on sait que on doit un respect et une importance, n'est-ce pas, aux militants. Et parce qu'il y a un financement politique, les militants peuvent exiger de leurs responsables un certain nombre de choses, parce que ce n'est pas leur agent, ce n'est pas eux qui dépensent, à savoir la formation des militants. Aujourd'hui, les partis politiques, quand on leur pose la question, ils vous diront, oui, avec le financement qui est donné, nous essayons, n'est-ce pas, de former nos militants. Après, dans l'absolu, je crois que, est-ce que entre 2016 à la date d'aujourd'hui, est-ce que nous avons évolué de façon globale? On peut le dire avec satisfaction. Le Bénin, comme on dit, il y a 8 ans en arrière, on avait un certain nombre de problèmes qu'on est en train de régler aujourd'hui. L'accès à l'électricité, à l'énergie. On va justement ouvrir ces détails-là. Allez, le plan économique, est-ce qu'on a avancé? C'est vrai que quand on jette un coup d'œil dans les journaux, il y a beaucoup de chiffres intéressants, hein, avec les standards de Poor's qui nous placent au siège de l'ONU. Oui, qui nous place à la tête, c'est pas moi, de classement mondial parfois. Je ne sais pas si véritablement en économie on a avancé. Vous avez bien fait de parler des chiffres mirobolants qu'on nous affiche. C'est vrai que ce n'est pas, c'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais il faut faire très rapidement une nuance entre les chiffres qui sont issus des emprunts, des prêts et de tout ce que nous avons comme arsenal financier pour pouvoir booster le développement. Il faut faire la nuance entre ces chiffres et le dividende qui va dans le panier de la ménagère. C'est ça justement l'aspect que beaucoup de personnes ne voient pas de très près. Très souvent on dit qu'il faut d'abord pouvoir investir dans le pays pour maintenant permettre aux populations de pouvoir souffler un tout petit peu. Quand vous voyez les institutions internationales qui, d'une certaine manière, apprécient la résilience du Bénin, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait pour pouvoir stabiliser, parce que la crise économique, elle est générale, ce n'est pas que l'apanage du Bénin. Donc, quand on dit qu'il y a morosité économique, on ne dira pas qu'il y a morosité économique au Bénin, qu'il n'y en a pas au Togo, qu'il n'y en a pas au Sénégal, qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Non, c'est généralisé. Donc, c'est un problème mondial. Mais quand les institutions internationales parlent de résilience du Bénin, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait pour pouvoir, d'une certaine manière, stabiliser, que ce soit au niveau des emprunts, au niveau du PIB, le travail qui se fait. Mais maintenant, quand on parle économie, le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il attend? Que le riz qu'il prend soit à un coût donné, que l'huile qu'il consomme, que ce soit à un montant donné, le sucre qui est passé jusqu'à 700 francs, voire 800 sur certains marchés, les produits de première nécessité en général, quel est le coût, quel est l'impact aujourd'hui sur le citoyen? Les produits qui sont encore produits, les articles qui sont encore produits chez nous, vous imaginez des fois, même le gari, je prends le gari simple, le gari aujourd'hui qui a flambé, alors que le gari est produit au Bénin. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on se pose la question de savoir quelle orientation donne-t-on pour permettre aux citoyens lambda de jouir du dividende de est-ce que tout ce ce n'est pas qui est investi? justement d'attendre qu'on ait des effets directement sur le citoyen en à peine 8 ans? Il faut dire que ce n'est pas seulement dans le domaine politique que Patrice Talon a engagé quand même des réformes, mais la diversification des filières par exemple, et la multiplication, je dois dire, des conditions qui sont facilitées désormais pour la création des entreprises, etc. Là, tout le monde est devenu entrepreneur. Au Bénin, on a poussé les jeunes désormais à aller s'engager dans l'entrepreneuriat. C'est quand même des dispositions qui, ma foi, améliorent le paysage économique, non? C'est intéressant. Le tourisme,
bien des domaines, à part l'agriculture que vous avez cité. En 2015, nous étions à moins de 7 000 milliards de francs CFA de PIB. En 2022, nous sommes à plus de 10 000 milliards. Et si les chiffres de 2023-2024 sortent, sûrement qu'on sera plus grand. Notre taux d'endettement, la moyenne de 50. La norme, selon moi, ou selon ce que j'ai appris, c'est 45%. Les pays comme le Sénégal sont ultra développés, mais à près de 75% de taux d'endettement. Donc, macroéconomiquement, les indicateurs sont au vert. Bravo. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. La GDIZ, le taux de chômage, officiellement, je dis bien officiellement aujourd'hui au Bénin, c'est moins de 2%. Même si en 2022, nous étions à 72% de sous-emploi, parce qu'on dit souvent que chez nous, c'est le sous-emploi qui est grand, et 90% d'emplois informels. Donc, il y a des choses qui ont été faites. L'inflation maintenue. On parle d'un taux de croissance de près de 6,3% annoncé pour cette année. Macroéconomiquement, c'est beau. Ça, c'est les références. C'est très beau. Oui. Et c'est à l'actif du Bénin. À la petite échelle. Mais comment est-ce que la redistribution de la richesse nationale se fait? Parce qu'en ce moment où les institutions internationales parlent d'un PIB par habitant de 900 francs, je me pose la question si même dans la métropole Cotonou, par habitant... Ils m'ont pris en compte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas moi ou c'est pas nous? C'est le fossé. C'est tout le fossé entre ces chiffres et la réalité. Même en plein cœur de Cotonou, en milieu urbain, même dans les quartiers les plus huppés de Cotonou, je ne sais pas si le dernier des Béninois consomme vraiment 900 francs par jour. Parce qu'il y a de ces Béninois qui encore sont incapables. Parce que je sais que ces chiffres sont souvent des moyennes. Ce ne sont pas les personnes individuellement prises. Quand je finis là-dessus. La redistribution de la richesse nationale est extrêmement mal faite. Vous voyez, que je dis extrêmement, je suis péremptoire, je l'avoue, mais quand on a ces données macroéconomiques et que dans la réalité, la paupérisation a atteint ce niveau, parce que quand on a augmenté les salaires, en temps, le pouvoir d'achat qu'on essayait d'augmenter était confronté à des difficultés d'achat extrêmement élevées. Donc, sur le social, la redistribution de la richesse nationale, pour moi, il y a eu un sérieux problème. Quelques-uns, grâce à l'ultralibéralisme, ont eu beaucoup d'argent. Et pour moi, à la base, l'impact, il est peu remarquable. C'est vrai que lorsque vous prenez des centres urbains comme Cotonou, moi j'estime que tout le monde ne peut pas vivre à Cotonou parce que la vie, le coût de la vie, il est différent par rapport à celui qui s'installe quelque part à Lada, quelque part ou même à Parakou. Il y a des gens qui viennent s'installer à Cotonou par pur hasard. J'y vais, je m'installe pour voir ce que le lendemain me réserve. Lorsque vous prenez ces exemples-là pour voir un peu ce que l'incidence des efforts au plan macroéconomique sur ces personnes-là, je pense qu'on risque de se tromper un tout petit peu. William a tout dit. Moi, je ne vais pas me lancer dans les chiffres macroéconomiques, le taux de ci et de ça, mais ça se voit que il y a des efforts qui se font au sommet de l'État pour essayer d'assainir le milieu économique, pour essayer de mettre au mieux de sa forme les finances publiques. Mais à la base, c'est que on ne le ressent pas. Les produits sont chers sur le marché. Vous allez pour prendre l'oignon, le riz, pour prendre le maïs et tout ça, c'est cher. Est-ce que ce n'est pas à cause des effets exogènes? Vous savez, les bombes pleuvent toujours sur l'Ukraine, voyez-vous, et donc... Est-ce que tout vient de là-bas? Moi, j'ai dit le riz, j'ai dit le riz. Oui, on joue dans la partie. Non, c'est vrai. C'est vrai. Le guerrier en Sibérie. Non. Apparemment, il ne peut pas comprendre qu'il y a des causes exogènes. Non, il y a des causes exogènes. Au moment de la Covid, vous avez vu que... Ah, voilà un élément aussi au moment de la Covid qui est venu tomber sur nos têtes, que nous avons pu gérer quand même. On nous a dit que le Bénin a été quand même résilient par rapport à la gestion de cette crise-là. Et donc, moi, je pense qu'il faut se donner les moyens de faire d'impacter les populations sur les efforts que nous faisons au sommet de l'État. Parce que si ce n'est pas fait, on verra toujours que les efforts sont néants, les efforts ne sont pas véritablement à la hauteur des attentes des populations. Je pense que les chiffres sont sans doute à l'avantage de l'économie résiliente, mais c'est le problème de nos économies.
Il faut toujours rechercher de l'équilibre entre ce qui est produit comme richesse et la distribution. Et le Bénin n'échappe pas à cette règle. Au Sénégal, on va vous parler du bilan économique de Macky Sall, mais après, on dira que les jeunes Sénégalais ne profitent véritablement pas de ça. C'est le même problème également ici au Bénin. Vous savez, quand tout à l'heure, on parlait de maïs. Oui, on est d'accord que c'est produit au Bénin, mais il y a des intrants qui entrent en ligne de compte, mais qu'on ne retrouve pas sur le sol béninois. Récemment, le ministre de l'Agriculture allait réceptionner au port de Cotonou des engrais, mais qui sont venus d'où d'ailleurs? Alors, s'il y a des crises un peu partout dans le monde et que au niveau de ces intrants, les prix ont évolué, ça peut véritablement toucher nos économies qui ne sont pas suffisamment fortes, voyez-vous. On parlait de Covid tout à l'heure. Non, c'est vrai que si on regarde sur papier tout ce qui est produit comme chiffre, croissance économique 5,5% en 2023, consolidé à 6% en 2024, oui, on est d'accord, c'est bien, justement, pour un État qui a envie d'aller vers des partenaires, pour un État qui a envie d'être crédible, on a besoin justement de ces résultats pour accrocher les partenaires, pour lever d'autres fonds, pour lever d'autres devises. Le riche parlait d'emprunt, oui d'accord, mais vous savez, on ne prête l'argent qu'à ceux qui sont capables de pouvoir les rembourser, à ceux qui ont cette crédibilité, n'est-ce pas, en ligne de compte. C'est ça qui est très important. Et donc, à l'intérieur du pays, il faut observer qu'on a compris qu'il faut aller vers une diversification de notre économie. On a mis en place la GDIZ pour que nos matières premières soient transformées. Parce que quand les matières premières quittaient le pays, n'est-ce pas, et nous revenaient en produits finis, on ne tirait pas grand-chose de ça. Il y a de l'emploi qui est créé à la GDIZ avec tout ce que nous avons comme industrie. Et donc, cela nous aide dans une certaine mesure, n'est-ce pas, à garder non seulement notre ressource humaine, à les former, mais aussi en même temps à les utiliser, n'est-ce pas, pour des emplois qui sont créés. Allez, dans un dernier axe, c'est vrai qu'on a déjà mordu assez de temps. On va parler du domaine de la culture. C'est vrai que la priorité pour ce gouvernement depuis 2016, c'est le tourisme. Voilà. Eric, est-ce qu'on y est? Je pense qu'on est en train de faire un chemin. Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi, mais on peut estimer que ces dernières années, le tourisme est revenu au cœur de l'actualité comme étant une priorité. En tout cas, on veut en faire quand même un levier, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. On a compris qu'il faut aller d'abord, il faut faire de l'investissement parce qu'il faut améliorer un certain nombre de choses pour que cette destination soit véritablement connue et être utilisée par des touristes de par le monde. Des pays l'ont fait. Pourquoi pas nous, justement? Il faut mettre à profit ce que nous avons comme richesse culturelle, comme patrimoine, et nous savons aujourd'hui tout ce qui se fait dans ce secteur. Récemment, Ulrich nous a servi un reportage sur la route des pêches. Il y a vraiment beaucoup d'améliorations, même si on a cassé des gens par endroits, justement, pour faire évoluer les choses. Donc, il y a une préoccupation, il y a une volonté politique du gouvernement de faire de ce secteur un levier de développement, une transformation économique. Oui, on a toujours reproché à ce système de ne pas faire véritablement dans le social. Vous savez, on a perdu le temps parfois même pour définir le social. On fait comprendre qu'en réalité, ce qui se faisait avant, ce n'était pas du social. Nous, on veut faire autre chose. On a créé des filets sociaux, n'est-ce pas, pour permettre aux plus pauvres de pouvoir avoir accès aux services de santé de base et puis tout ça avec le projet Âge. C'est ça, le social, n'est-ce pas, pour la gouvernance de la rupture. Il n'est pas question de distribuer de l'argent, ce qui est totalement, c'est sans doute un peu contraire à l'idée que chaque citoyen peut se faire véritablement de ça. Et donc, le gouvernement se défend avec ses arguments en disant que nous construisons des centres de santé. Si, comme on dit, il faut... Combien d'écoles, combien de centres de santé sont disponibles à l'argent? Est-ce que des chantiers sont en construction? Bon, mais Calavi, il y a quand même un centre de santé qui est en train d'être construit et d'être équipé également. Et donc, si on règle ce problème de soins de santé au niveau de chaque département pour les concitoyens, ça participe forcément à quelque chose au plan social. Oui. Sur le plan culturel, je dirais tout de go, bravo parce qu'il y a un grand travail qui a été fait à ce niveau-là, parce que quand on regarde, non, personnellement, je ne le dis pas avec personnellement, moi, je ne le dis pas avec réserve, même justement avec le carnaval des Brésiliennes, moi, je suis tout à fait d'accord, parce que qu'on le veuille ou non, c'est une culture, c'est leur culture, et c'est un brassage culturel que des gens soient offusqués par ce qu'ils ont vu. Moi, je pense que c'est un brassage culturel et ça dépend de... En fait, il y a aussi une hypocrisie collective qu'il y avait autour. On ne va pas parler des sensibilités personnelles
personnel. Il faut dire que, déjà, regardez le retour des trésors royaux, qui déjà a marqué un tournant décisif dans la culture dans la culture béninoise. On a senti l'engouement. Vous avez vu beaucoup de tous ceux qui sont venus de l'extérieur, je précise de l'extérieur, pour venir voir un peu ce que c'est. Et aujourd'hui, ça a créé une sorte de stimulation au niveau des autres pays qui veulent aussi rapatrier leurs trésors royaux. Nous avons vu ce que ça a drainé un peu comme engouement autour de tout ce que nous avons ramené. L'autre chose, nous avons vu comment la fête du vaudou qui était célébrée, qui reste, qu'on le veuille ou non, notre patrimoine culturel et cultuel. Aujourd'hui, on a vu qu'on a beaucoup plus développé le volet culturel. Et quand on parle de la fête du vaudou, les gens ne voient pas que la fête. Il y a les complexes hôteliers qui sont développés, qui sont encore en train d'être développés, parce que vous avez vu comment les hôtels ont été hébergés. J'ai fait le tour de Ouida, j'ai fait le tour des villes environnantes, j'ai vu comment les complexes hôteliers étaient pleins à craquer. C'est un chiffre qui parle. Nous avons vu les voies. Eric en a parlé tout à l'heure, les voies qui ont été reconstruites, qui ont été refaites, par exemple la voie de Togben qui va jusqu'à Ouida, et on a vu, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont été cassés, certains ont été dédommagés, il est vrai qu'il y a encore certains dossiers qui sont à table. Dans le même temps, vous devez remarquer que, autrefois, de 1960, là je parle des chiffres, j'utilise des chiffres, de 1960 à 2016, le Bénin était à moins de 1000 km de route. Vous voulez parler de leurs chiffres là? Non, non. Quand vous dites leurs chiffres, c'est un peu stigmatisant. Il faut simplement retenir les chiffres. Maintenant, à nous d'aller faire les recherches pour comparer les chiffres. De 2016 à 2024 aujourd'hui, nous sommes un peu moins de 3000 km avec les voies qui sont en train d'être finalisées. Donc, quand on retient cela et que nous parlons de culture et autres, c'est que quand la voie y est, quand les infrastructures hôtelières sont développées, la culture s'apprend. Et maintenant, le point sur lequel je voulais le plus revenir, l'une des merveilles de ce gouvernement, c'est le volet numérique. On a senti beaucoup plus la digitalisation des données d'état civil. Et aujourd'hui, quand vous faites attention, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en termes du numérique, il y a un travail qui est fait. Sur 1000 km, l'autre aspect, l'autre aspect, 3000 km, l'autre aspect, ça c'est la guerre de chiffres. Qui gère le débat? Bon, gérer le débat. D'accord. Sur le dernier aspect de pas riche, pour dire, mais sur la question de la dématérialisation, je pense que c'est un grand pas de fait. Il faut tirer un grand coup de chapeau. Un grand coup de chapeau. Parce que lorsque vous êtes étudiant, par exemple, vous avez votre bac fraîchement à Malanville, vous voyez, pour quitter Malanville et rallier Cotonou, ça vous fait pas moins de 15 à 17 000 francs CFA. Aujourd'hui, le candidat, pour retirer rien que le relevé de notes ou tout ce que vous voulez, moi je pense que c'est un point extrêmement positif. Et c'est du social, L'un des péchés de ce gouvernement, de ce régime, c'est la communication. Parce que des gens continuent. Tout ce qu'on fait là. Oui. Non, ça n'a pas. Moi j'en ai. Non, ça a commencé. Ça a commencé. Moi je parle de communication. Moi je parle de communication. On va laisser la norme communication. On va laisser un peu vers l'ultra communication. Non, moi je parle de la communication qui puisse informer les citoyens sur, par exemple, les questions de la dématérialisation. Ce que vous pouvez faire. Récemment, moi, j'ai payé ma TVM, mais en 10 minutes. J'étais très content de le faire. Par le passé, vous allez faire le pied de grue. Peut-être au niveau du trésor, on va vous payer toute la journée. Vous n'arrivez pas à payer avec une secrétaire Akaria. Oui, qui va vous servir une douche écossaise. Si jamais vous prenez mal, on va vous dire, non, allez, nous, on va à la pause, vous attendez. C'est terrible. Même des vieux. C'est-à-dire le citoyen qui amène l'argent au trésor tremble. Il a peur. Ah oui. Quand il est face à l'usager, non, même quand vous voyez le visage qui vous accueille, vous n'avez pas envie de poser votre préoccupation. Mais aujourd'hui, je salue également l'énergétique. Aujourd'hui, nous avons les délestages
de plusieurs jours. Cet exemple n'est pas le bon. C'est discutable. Cet exemple n'est pas le bon. Parlez-moi de la couverture nationale, il y a 60% de serai d'accord, mais ne parlez pas de l'estage. Là-dessus, je ne serai pas d'accord. Maintenant, William, finir. Sur le numérique, on s'accorde. Maintenant, sur le tourisme, je fais bien tout ce que Ulrich a dit, tout en relevant les causes selon lesquelles, pour les acteurs, il y a de nouveaux acteurs culturels qui en profitent, parce qu'aujourd'hui, je lis le tourisme à la culture, et il y a d'autres qui ont faim. Sinon, les anciens acteurs culturels qui sont dans la sérieuse misère. Maintenant, dans le social, là-dessus, je serai plus que péremptoire. Tout ça engrangé en tout, je ne sais pas combien d'hôpitaux sont réfectionnés, je ne sais pas combien d'écoles sont construites. Quand on crée la structure des infrastructures dans les écoles, je ne sais pas combien d'écoles on sort de terre. Les lycées annoncés, les échéances ne font qu'être, on ne fait que les repousser. Dans les 30 lycées dont on a parlé. 22 000 logements sociaux. Les logements. Vous savez, il y a eu, dans le social pour moi, c'est le point mort, le sérieux point mort de cette gouvernance. Et la rhétorique selon laquelle c'est quand on partage des prébendes qu'on fait du social ou qu'on ne fait pas du social et que maintenant, quand on organise des filets sociaux, je ne sais pas ce qu'on appelle filets sociaux dans un contexte où des gens n'ont pas mangé à leur faim et qu'ils sont obligés de battre le pavé. N'oublions pas que quelqu'un avait dit combien sur l'ensemble que l'argent de l'argent. On va revenir demain, juste avant la fête, on va revenir demain sur le débat. Demain, nous irons. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous suivrez juste après moi la revue de presse. Bonne journée, bonne fête de vous. On va se voir jeudi pour un autre numéro d'Actu Matin.